Bonjour à vous et bienvenue dans ce 150e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de Né Rebelle, album qui s'intéresse à 5 jeunes et fortes personnalités au féminin, album que l'on doit aux éditions de Mans. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 150e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Les Pays d'Amir, que l'on doit au scénario de Séverine Vidal, au dessin d'Adrian Huelva, et c'est édité chez Grand Angle. L'arrivée en librairie de l'album Les Fusibles, que l'on doit au scénario de Joseph Safieddine, au dessin de Cyril Douaneau, et c'est édité chez Dupuis. Nous vous parlerons aussi de la sortie de la première partie de Gone with the Wind, adaptée du roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, par le talentueux Pierre Alary, et le tout est édité chez Rue de Sèvres. Il sera aussi question de la sortie de Tati et le film Sans fin, un titre que l'on doit au scénario d'Arnaud Le Gouefflec, au dessin d'Olivier Suppiot, et c'est édité chez Glénat dans la collection 9,5. On parlera aussi de la sortie de l'album Les Sauvages, que l'on doit au duo Julien Frey au scénario, Nadar au dessin, et c'est édité chez Futuropolis. Enfin, pas d'intégrale ni de réédition pour cet épisode, mais nous terminerons en vous présentant l'incroyable histoire de la mythologie grecque, que l'on doit au scénario de Catherine Maury, au dessin de Philippe Bercovici, et c'est édité chez Les Arènes BD. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. 5 histoires qui ont un fil rouge, 5 auteurs différents, mais surtout 5 destins extraordinaires et inspirants, voilà ce que propose Né Rebelle, nouvel ouvrage que l'on doit à Demant Éditions, jeune maison audacieuse dans ses choix éditoriaux. Nous avions déjà beaucoup aimé Les Sauveurs, premier album édité par ce nouvel acteur de l'édition de bande dessinée, un ouvrage qui était centré sur la cause animale et sur des défenseurs de cette cause. Avec Né Rebelle, né au féminin et au pluriel, il est question ici d'esquisser en quelques pages le portrait de 5 jeunes femmes, voire même des adolescentes, dont les combats et causes défendues les ont mises à un moment donné sur le devant de la scène. La couverture est d'ailleurs une belle entrée en matière, elle qui représente une Yoursa Mardini qui nous regarde droit dans les yeux, mélange de provocation et d'incitation à écouter son récit. Ce récit, il intervient d'ailleurs au centre de l'album. Yoursa Mardini est une jeune fille qui naît à Damas en Syrie en 1998 et qui va devoir fuir son pays suite à la guerre qui va éclater dans celui-ci. Ancien maître nageur, son père a une seule obsession, alors qu'elle est encore très jeune, en faire une championne de natation qui brillera un jour aux Jeux Olympiques. La chose finira par arriver, mais c'est au sein de l'équipe des réfugiés, aux Jeux Olympiques de Rio, qu'elle se fait remarquer par son courage et ses performances, même si elle ne montera pas sur le podium. Réfugiée en Allemagne avec son père, le superbe dessin de Jocelyn Jaurès, dans des teintes orange et bleu, raconte en 25 pages cette vie marquée par le chaos et la fuite, mais ponctuée par le courage et la réussite pour une jeune fille, dont la photo, comme pour chacune, apparaît en fin d'histoire. C'est d'ailleurs par le portrait d'une autre adolescente courageuse que s'ouvre l'ouvrage, celui de Malala, elle qui va grandir dans la vallée du Swat au Pakistan, dans un pays où la répression contre les filles et les femmes ne cesse de s'accentuer. S'il est mal vu d'aller à l'école quand on est une fille, Malala a la chance d'avoir un père qui va fonder sa propre école et qui va inciter les jeunes filles à s'y rendre.
Malala rêve de devenir médecin et elle a bien conscience que ce rêve ne passera que par une scolarité exemplaire, chose que va empêcher le pouvoir des mollahs dans cette région du monde. L'entêtement de Malala à vouloir poursuivre sa scolarité et la lumière qu'elle va attirer sur le sort des filles dans cette région du monde va lui valoir la haine des mollahs et c'est un attentat terroriste qui tentera de faire taire la demoiselle. Soignée en Angleterre, Malala va survivre à celui-ci, se reconstruire et plus que jamais, elle va faire de son combat un étendard qu'elle transportera devant l'ONU et les grands chefs d'État de ce monde. Le dessin, dans des teintes de rouge et de bleu, raconte avec beaucoup d'expressivité et de justesse le parcours de cette adolescente, dont le courage et l'abnégation apparaissent aux yeux du lecteur comme une source d'inspiration. C'est une dessinatrice italienne, Vittoria Maciozzi, qui signe cette partie dessin pendant que son compatriote Francesco Segala s'occupe des couleurs en sa compagnie. La suivante dans l'ouvrage est certainement la plus connue des 5, figure incontournable de la lutte contre le réchauffement climatique, la Suédoise Greta Thunberg, dont on apprend ici pas mal de choses. On la découvre enfant aux côtés de sa sœur Beta, elle qui suit sa mère, grande cantatrice suédoise, qui ira jusqu'à participer au concours Eurovision de la chanson. La jeune Greta est une enfant surdouée, mais isolée, elle qui a du mal à s'insérer aux jeux enfantins que pratiquent ses camarades et qui a une révélation un jour où un enseignant fait un cours sur le réchauffement climatique. À partir de là, cette question climatique devient une obsession chez la jeune fille qui a de plus en plus de mal au collège et qui bientôt ne s'alimente plus au point de mettre sa vie en danger. Cette anxiété et cette différence portent pour elle un nom, l'autisme Asperger, maladie qui la différencie des autres par un côté monomaniaque autour d'un sujet, celui du réchauffement climatique, qu'elle va transformer en combat. De sa grève de l'école, où elle sera rejointe par d'autres personnes, aux marches qu'elle va organiser pour sauver la planète, c'est ainsi que la timide Greta Thunberg devient une icône mondiale qui viendra faire la leçon aux grands de ce monde devant l'ONU ou les différentes COP. Portrait inspirant là aussi, il est porté par le superbe dessin de JG, un dessin dynamique et captivant qui rend hommage de la plus belle des façons au combat de son héroïne. 2 autres portraits sont à retrouver dans cet album, celui d'Emma Gonzalez qui se bat aux États-Unis contre les armes à feu, portrait mis en dessin par Brett Parson, et celui des sœurs Vichsen qui se battent contre la pollution au plastique en Indonésie, portrait dessiné par Rebecca Tronig. Ces 5 portraits sont tout aussi passionnants les uns que les autres et offrent une lecture captivante et variée, lecture qui ne laisse pas insensible et qui donne envie de rejoindre leur combat. Côté scénario, 3 plumes sont derrière ces 5 histoires, celles de Fabien Morin, Laurent Hopman et Julien Derain, 3 auteurs qui dressent avec beaucoup d'inspiration, de concision et de précision ces 5 parcours de vie. Au final, nous avons là un titre vraiment captivant qui s'étend sur 152 pages, un ouvrage qui est sorti en librairie le 12 avril dernier et comme vous l'avez sûrement compris, une bande dessinée que l'on vous recommande fortement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces 2 dernières semaines. Premier coup de cœur de ce 150e épisode, Les Pays d'Amir, album sorti le 29 mars dernier et qui nous fait toucher du doigt la réalité que vivent au quotidien les réfugiés. Amir est un jeune Syrien qui a dû fuir son pays et se réfugier en France afin d'échapper à la guerre et sauver sa vie, mais pour autant, son arrivée chez nous ne marque pas la fin de ses ennuis. C'est qu'on l'oublie bien trop souvent, Amir n'aurait jamais cherché à quitter sa Syrie natale si les combats n'avaient ravagé son territoire, éloignement qui reste pour lui un crève-cœur. Une fois arrivé en France, de nombreux problèmes se posent à lui, qui sont des aspects plus ou moins développés dans cet album, l'apprentissage d'une nouvelle langue, régulariser ses papiers, trouver un endroit où vivre ou encore composer avec le regard des Français pas toujours bienveillants. Dans son malheur, Amir a eu la chance de tomber sur Solange, infirmière dans le civil qui effectue des maraudes pour venir en aide aux réfugiés. C'est comme cela qu'elle va faire la connaissance d'Amir avec qui le courant passe bien et que plus tard, elle va proposer à son mari Jack de l'héberger chez eux suite à l'incendie du squat où il vivait.
C'est ainsi qu'Amir va trouver en Solange, Jack et leurs enfants, une nouvelle famille qui va lui faire une place et lui présenter Helena, la jolie sœur de Solange, et Marcel, le père de celle-ci. Aigri, mais surtout raciste, et ne manquant pas une occasion de critiquer le choix de sa fille, Marcel est la seule ombre au tableau, personnage représentatif d'une France intolérante, que ce soit avec Amir, le look de son petit-fils, ou encore critique vis-à-vis de sa fille. C'est au fourneau qu'Amir va s'épanouir, lui qui ne manque jamais une occasion de concocter de bons petits plats qui lui rappellent non seulement son pays, mais plus largement sa famille avec qui il pouvait les partager. Aussi, lorsque Marcel, qui gère un restaurant, va tomber malade, on propose alors à Amir de se mettre au fourneau, au grand désarroi du patriarche qui n'a plus son mot à dire. Généreux comme le dessin de l'artiste espagnol Adrián Huelva, Les Pays d'Amir est une belle bande dessinée sur la tolérance et sur le sens de l'accueil que peuvent avoir les Français. Lumineux avec de belles couleurs chaudes, ce même dessin sert à merveille l'histoire que concocte ici une Séverine Vidal qui voulait raconter une histoire dont le partage et la convivialité étaient au centre. C'est chose réussie et l'on a pris beaucoup de plaisir à se plonger dans ce titre en compagnie d'Amir, une histoire qui tient en 88 pages et que propose l'éditeur Grand Angle. D'exil et de migration, il en est aussi question dans notre second coup de cœur, Les Fusibles, album sorti chez Dupuis le 7 avril dernier. La première partie de l'histoire se déroule au Liban, pays que l'on identifie assez facilement, bien qu'il ne soit jamais nommé, avec deux camarades qui passent leur quotidien ensemble, Abel et Georges. Dans un pays où le chaos est devenu la norme du quotidien, les deux jeunes vivent au rythme des coupures de courant dans le quartier qu'ils doivent pallier en allant réenclencher le générateur individuel qui se trouve au bas de l'immeuble. Le duo est complété par Sarah, jolie adolescente dont les deux sont secrètement amoureux, et à trois, ils décident de former un groupe de super-héros qui rétablira le courant dans tout le quartier. C'est dans un noir et blanc, rehaussé par le gris, que l'on se plonge alors dans cette histoire qui nous donne à voir ces trois adolescents vivre dans un pays où le quotidien n'est pas forcément des plus simples. D'ailleurs, dans la seconde partie, tout le monde a bien vieilli, on approche la cinquantaine et Abel est devenu Alain, programmateur en intelligence artificielle et citoyen français depuis qu'il s'est installé dans l'Hexagone. Georges, venu lui rendre visite en France, découvre la nouvelle vie de son camarade d'adolescence, lui qui est resté au pays et qui veille au quotidien sur le père d'Abel, qui le considère comme un fils. Dans cette nouvelle vie, les deux n'ont plus forcément grand-chose en commun, mais l'adolescence a forgé chez eux une camaraderie qui résiste assez facilement aux désaccords, voire aux rancœurs. Au Liban, la situation est toujours aussi tendue, et si Georges aimerait qu'Abel revienne au pays lui rendre visite et saluer au passage son père, celui qui est devenu Alain s'y refuse catégoriquement. C'est finalement Billy, la fille d'Alain, qui va forcer la main de son père et le ramener vers ses origines, vers un pays qu'il a tenté d'oublier et dans lequel il est devenu un simple touriste. À la fois pièce qui met en contact, mais aussi qui saute quand il y a un problème, les fusibles sont ainsi une belle métaphore de cette vie qu'on essaye de réinventer quand le contexte dans lequel on a grandi dysfonctionne. Si l'histoire que nous raconte ici Joseph Safieddine est en partie autobiographique, il met de la distance avec son propre vécu en laissant le doute planer sur les lieux dans lesquels elle se déroule. Il laisse le soin à Cyril Douaneau de mettre tout cela en image avec un trait simple, généreux et tout en rondeur qui colle parfaitement bien à l'ambiance de ce titre. Les couleurs d'Isabelle Merlet viennent rehausser certaines scènes pour offrir au final un album dans lequel nous avons pris un grand plaisir à nous immerger. Subtil, intelligent et sensible, Les Fusibles fait partie de ces belles surprises de ce mois d'avril, un album qui tient en 176 pages que l'on vous recommande chaudement. C'est maintenant une grande fresque qui mélange la passion amoureuse et la grande histoire que nous allons vous présenter avec le premier tome de Gone with the Wind, l'adaptation en bande dessinée d'Autant en emporte le vent. Il faudra d'ailleurs pas moins de 2 volumes pour mettre en dessin le roman de Margaret Mitchell qui fut popularisé par le film du même nom dans lequel Vivian Leigh donna ses traits à l'héroïne de ce récit, une certaine Scarlett O'Hara.
L'histoire nous emmène donc dans le sud des États-Unis, pas très loin d'Atlanta, dans une riche famille qui possède la plantation de coton baptisée Tara, à une époque où la guerre de sécession menace de se déclarer d'un instant à l'autre. De tout cela, Scarlett n'en a que faire. Elle est à un âge où seuls les élans du cœur trouvent grâce à ses yeux, elle qui est amoureuse en secret d'Ashley, lui qui est promis à la belle et douce Mélanie. Avec ce caractère déterminé qui la caractérise tant, c'est par la jalousie, puis en se déclarant directement, qu'elle essaye d'attirer à lui Ashley, mais en vain, elle devra finir par épouser Charles Hamilton, le frère de sa rivale. Mais bientôt, le temps de la douceur et de l'innocence laisse place à la guerre, une guerre qui envoie les hommes au front, et en plus de devenir mère, 2 mois après son mariage, Scarlett O'Hara devient une veuve. Partie se réfugier dans la grande maison de sa belle-mère en compagnie de Mélanie, l'épouse d'Ashley, Scarlett reprend tout doucement goût à la vie, mais délaisse son fils Wade. C'est un autre homme, le très controversé Red Butler, que Scarlett avait connu à Tara, qui va bientôt intriguer la jeune femme, lui qui a cette faculté de choquer par sa franchise et son goût assumé pour l'argent. C'est donc sur fond de guerre de sécession, avec en toile de fond l'esclavagisme, que Pierre Alary nous fait plonger dans cette histoire intemporelle dont l'adaptation en bande dessinée est déjà en soi un sacré morceau de bravoure. C'est que le roman d'origine fait plus de 1000 pages et Alary réussit l'exploit de l'adapter en 2 tomes en gardant toute l'intensité de ce récit au regard de cette première livrée. On retrouve ici ce style si caractéristique que l'on aime tant, ce dessin précis et fouillé, un découpage très cinématographique qui s'y à merveille à cette histoire et ses couleurs chaudes, s'adaptant autant à la chaleur de la région où se déroule l'histoire qu'à la violence qui la sous-tend. Alors que nous avons maintenant hâte de tenir entre nos mains la 2e et dernière partie de cette adaptation, profitons déjà de ce premier tome qui nous plonge dans ce récit captivant de la plus belle des façons. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui se sont occupées de ce bel objet avec son grand format, son dos toilé, son titre en lettres d'or et ses 150 pages passionnantes qui en font un superbe ouvrage. Collection passionnante sur le monde du 7e art que l'on doit à l'éditeur Glénat, c'est maintenant au tour de Jacques Tati de se trouver une place dans cette collection 9,5 que l'on doit à Noël Simsolo et Franck Marguin. Après Jean Gabin, Orson Welles, François Truffaut ou encore Jane Mansfield, c'est l'univers poétique de celui qui est né Jacques Tati-Chef en 1907 de se déployer ici en 136 pages. Cet album, très centré sur les films de l'acteur et réalisateur, n'en oublie pas pour autant de raconter des éléments de la vie de son personnage qui vont éclairer son parcours dans le cinéma. Ainsi, on découvre que Tati était destiné à reprendre l'entreprise familiale d'un père qui était encadreur, et quand on sait combien le cadre était une obsession chez le cinéaste, l'anecdote est en ce sens plus qu'éclairante. Biberonné au cinéma muet des années 20 à 30, il est impressionné par des Buster Keaton, Mack Sennett, Laurel et Hardy ou encore Harold Lloyd qui deviendront pour lui 2 véritables modèles. C'est un peu par hasard que Jacques Tati découvre sa puissance comique, lui qui anime les 3e mi-temps de son club de rugby avant d'être embauché un jour pour faire le clown dans un restaurant. Clown est d'ailleurs le métier qu'il aurait aimé faire quand on pose la question au comédien, lui qui ne cessera de vouloir faire rire le public sans jamais utiliser les ficelles grossières du gag. Ce qui intéresse par-dessus tout Tati, chose qu'il mettra en place dans ses films, ce sont les situations ordinaires qui s'en trouvent dérangées par l'apparition d'un élément ou d'un personnage hors du commun créant le décalage. C'est ainsi qu'il créera le fameux personnage de Monsieur Hulot, dont la silhouette longiligne et l'air sérieux en apparence symboliseront ce décalage comique. Mais c'est surtout son premier film en tant que réalisateur et acteur, Jour de fête, qui concrétisera les rêves de cinéma de ce personnage hors norme que met bien en avant cet album. C'est Arnaud Le Gouët-Fleck, passionné de musique et de cinéma, qui nous raconte avec beaucoup de talent et de subtilité ce personnage difficile à appréhender tant il est à part dans le monde du 7e art. Pour mettre le tout en image, c'est le trait délicat et poétique d'Olivier Suppiot qui fait revivre Tati et ses univers le temps de cette lecture.
Chapitré autour des différents films de l'artiste, il offre une plongée avec de belles couleurs dans cet univers que Tati, dès le début, avait d'ailleurs imaginé autour de la couleur. Le duo Suppiot-Le Gouefflec offre donc là un écrin de choix et de qualité à un Jacques Tati dont on a absolument envie de revoir les films une fois encore après avoir refermé cette lecture. Sorti le 12 avril dernier en librairie, Tati et le film sans fin, titre de cet album, est un ouvrage qui ravira autant les amateurs du 7e que du 9e art, un titre qui, comme vous l'avez compris, est un véritable ravissement pour les yeux. Les Sauvages est un album qui sonne comme un coup de semonce, un rappel aux générations présentes et futures de la nécessité de changer nos habitudes de vie, au risque de voir l'avenir de notre planète largement compromis. L'histoire démarre en juin 2019, au moment où Julien est dans son jardin en compagnie de sa femme et de ses 2 enfants, dont Joanne, préadolescente de 10 ans, qui est fascinée par le monde animal. Pour Julien, qui doit combattre au quotidien un nombre important d'angoisses, il est nécessaire de transmettre à sa fille le goût pour l'aventure, l'éveil de l'esprit et au passage, il voit là l'occasion idéale pour pouvoir se rapprocher d'elle. C'est ainsi qu'il va faire appel à son réseau d'amis pour savoir si un voyage dans des contrées plus sauvages pour découvrir l'animal dans son espace naturel serait possible prochainement. C'est le professeur Michaud, éminent biologiste à l'université de Liège, qui va lui proposer, à lui et à sa fille, de l'accompagner en Indonésie où il doit amener Chloé, une étudiante de son laboratoire, sur son lieu de recherche. C'est ainsi que les 4 prennent l'avion en direction de l'Indonésie, pays où ils retrouveront une équipe sur place qui leur permettra de se déplacer et d'aller, normalement, à la rencontre des espèces sauvages. Là-bas, il est compliqué d'approcher des animaux qui vivent à l'état naturel et qui tentent de rester éloignés des hommes, en dépit des ravages que fait celui-ci sur l'habitat des espèces comme les éléphants, les singes ou les rhinocéros. Julien Frey, puisque c'est de lui dont il s'agit dans cet album, où il en signe le scénario, propose alors une véritable réflexion sur celui qui est véritablement le sauvage sur cette planète, ou plutôt les sauvages, pour reprendre le titre de cet ouvrage. Les scènes où l'on voit le groupe évoluer au quotidien sont d'ailleurs entrecoupées des réflexions de la jeune Joanne sur l'avenir des espèces qui peuvent sonner comme un écho à notre album principal, Né rebelle, qui nous montre que l'avenir est certainement entre les bonnes mains des jeunes générations. Car ce titre nous montre, sans jamais faire culpabiliser le lecteur, mais en proposant des chiffres très préoccupants, combien l'homme inflige une véritable souffrance à la planète et aux vivants en général. En arrière-plan de ce constat, le coronavirus s'installe partout sur la planète, contraignant nos personnages comme un rappel que l'on fait partie d'un tout dont l'équilibre fragile est largement mis en danger par les humains. Pour illustrer l'ensemble, Julien Frey retrouve son complice Nadar, dont on aime toujours autant le dessin doux et sa mise en couleur délicate, qui contraste ici avec le discours de fond. Entre le voyage initiatique, l'histoire d'une transmission et l'exposé scientifique, cet album que proposent les éditions Futuropolis et qui tient sur 152 pages fait non seulement passer un très bon moment de lecture, mais il offre aussi une véritable réflexion sur notre impact sur la planète. Pour conclure cet épisode, pas de réédition ni d'intégrale au programme, mais l'arrivée en librairie du nouveau volume d'une série pour laquelle nous avons beaucoup d'affection, L'incroyable histoire 2. Le duo à la baguette sur ce nouveau venu ne nous est pas inconnu du tout, puisque Catherine Maury au scénario et Philippe Bercovici au dessin avaient déjà travaillé ensemble sur l'incroyable histoire de la littérature française. Les voilà de nouveau réunis pour l'incroyable histoire de la mythologie grecque. Dans ce nouveau volume de cette impressionnante et passionnante collection, il est donc question de présenter les grands mythes grecs dans le style si caractéristique propre à cet ensemble d'ouvrages que propose l'éditeur Les Arènes BD. De façon chronologique, l'album s'ouvre par une explication de la naissance du monde et des dieux, telle que la présente la Théogonie d'Hésiode, livre le plus ancien qui aborde cette question. Mais l'album va aussi s'employer à tenter d'expliquer et d'illustrer de la plus simple des façons certains des plus grands mythes, même ceux qui ne sont pas forcément simples à appréhender, liés à une différence culturelle avec nos monothéismes.
Ainsi, on y apprend comment le demi-dieu Persée a réussi à vaincre Méduse, mais aussi si le terme narcissisme correspond bien au fameux mythe de Narcisse. Chacune de ces histoires est développée sur 10 à 15 pages pour un bel ouvrage qui fait au final plus de 315 pages et qui se décompose en 14 chapitres, souvent centrés sur un mythe ou une histoire. Parmi les autres mythes présents, certains sont des mythes plus célèbres, comme celui reposant sur les 12 travaux d'Hercule, mais aussi le fameux mythe d'Œdipe et Antigone, ou celui de Thésée et du fil d'Ariane. La guerre de Troie ou encore le voyage d'Ulysse font partie de ces autres histoires mises en image ici, des récits sérieux qui s'appuient sur des sources aussi diverses que les Métamorphoses d'Ovide, la Théogonie d'Hésiode déjà citée, l'Odyssée d'Homère ou encore les écrits de Diodore de Sicile, pour ne citer que. Professeur de français, Catherine Maury permet ainsi de bien faire comprendre toutes ces histoires en s'appuyant sur une narration simple et documentée pour s'adresser au grand public. Il faut dire qu'elle est aidée ici par le dessin si caractéristique de Philippe Bercovici qui glisse à l'occasion l'humour qui le caractérise tant pour rendre l'ouvrage plus léger. Caricatural, son dessin ne tombe jamais dans l'excès pour garder à la fois l'esprit sérieux de l'entreprise présentée ici, tout en rendant la lecture la plus agréable possible. Sorti le 23 mars dernier en librairie, voilà un nouveau venu passionnant dans une collection qui s'enrichit avec ce tome qui permettra de devenir incollable sur la mythologie grecque en passant un très bon moment de lecture. C'est ainsi que se termine ce 150e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Né Rebelle, album choral qui met en lumière 5 histoires passionnantes de destin au féminin et que publient les éditions de Mans. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille afin que le Buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 8 mai, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.